l'invitation et pour donc cette nouvelle table ronde où on va parler donc de l'après 2020, des opportunités pour une action sur le climat plus ambitieuse. Donc tout au long de la journée, on a vu pas mal de choses, donc évidemment sur les CDN et les forêts, hein, c'était l'objet du colloque, sur leur mise en œuvre, sur les leçons tirées, sur leur gouvernance, sur les risques, sur les financements et leur intégrité. L'objectif là, de cette nouvelle table ronde, c'est de revenir sur des initiatives existantes, des actions qui sont menées et comment elles peuvent contribuer pour les futurs CDN notamment, comme ça a été par exemple souligné ce matin par Chantal Marie-Nissen, j'espère que je le prononce bien, de la Direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne. Donc, par exemple, ce que peuvent apporter les accords de partenariat volontaire de FLECT pour les futurs CDN et pour les CDN. Donc voilà, on va voir différentes initiatives. Avant de donner la parole aux intervenants, quelques mots d'introduction. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Adeline Favrel, je travaille à France Nature Environnement, donc je suis coordinatrice du réseau forêt. Donc voilà, je m'occupe des sujets donc, de politique forestière plutôt au niveau français, sur le côté volet donc, prise en compte du changement climatique, mais aussi donc, de la biodiversité, donc des enjeux dont on a déjà plusieurs fois évidemment parlé. On a vu notamment que voilà, les CDN ne prenaient pas assez en compte le rôle de la nature, des forêts de manière générale, des puits de carbone. Alors que c'est rappelé dans les accords internationaux, comme c'est le cas par exemple de l'accord de Paris. Cela, ça a un risque. Le rôle des forêts, il est majeur. On le voit, une déforestation qui continue d'augmenter, notamment cette année au Brésil. Juste un chiffre qui n'a pas été cité, qui je pense est un chiffre important pour avoir une idée. De ce que ça peut représenter. C'est un chiffre français, mais c'est ce qu'on appelle l'empreinte forêt. L'empreinte forêt, c'est ce que consomme un Français chaque année, puisque c'est l'empreinte forêt pour les Français, en termes de forêt tropicale, et c'est de 352 mètres carrés. Donc ça veut dire que dans sa consommation de chocolat, dans sa consommation de café, dans sa consommation de volaille, de produits de gâteaux, par exemple, et tout ça, cette consommation, ça va affecter, ça va occasionner un risque, voire carrément la déforestation de 352 mètres carrés de forêt tropicale. Ce n'est pas rien. Les forêts, ce n'est pas que des puits de carbone. Là, c'est le rôle c'est la représentante de l'association de la protection de la nature et de l'environnement qui prend le relais et qui vous dit c'est évidemment des refuges de biodiversité. On va en reparler, mais ça c'est le rôle de Fern qui le défend beaucoup mieux que nous. Mais voilà, c'est un endroit où il y a des peuples autochtones, où il y a des ressources pour ces peuples autochtones. C'est aussi un point important pour tout ce qui est qualité des eaux, pour le maintien des sols, pour même tout ce qui est endroit de loisirs. On pourra en citer encore beaucoup d'autres. Je vais m'arrêter là. Et donc il faut que ces forêts, leurs fonctions, soient prises en compte demain dans les actions climatiques, dans les NDC, la NDC, pour avoir des contributions des États qui soient plus performantes. Alors, comment faire ce matin, même si ça a été redit que ça ne passait pas uniquement par les États, ça peut passer aussi par les États, par exemple les voies réglementaires pour ce qui concerne une initiative portée par la France, donc la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, donc de la porter au niveau européen, d'en faire un règlement européen, de travailler sur le devoir de vigilance. Ça aussi, on l'a un petit peu évoqué ce matin, le devoir de vigilance en France, due diligence en anglais, qui permet en fait de regarder les impacts des chaînes d'approvisionnement des grands groupes au niveau donc par exemple de l'environnement et des sociétés. Ça passe pas seulement par les aspects réglementaires, ça passe également par une cohérence entre les politiques, entre les actions, entre les différentes échelles, à la fois locales, nationales et internationales, s'appuyer sur l'existant. Et c'est ce qu'on va voir donc là maintenant, après cette présentation peut-être un peu longue. Et je vais donner donc la parole à chaque participant.
donc de voir un petit peu comment les initiatives telles que, donc j'en ai cité une, les accords de partenariat volontaire de FLECT, mais aussi comment une observation indépendante, comment l'appui sur les communautés locales ou comment des mécanismes type RED+, peuvent aider pour avoir une contribution, une contribution des États plus ambitieuse en matière de climat. Alors pour commencer, je vais donner la parole à Marc, que je le prononce bien, Van den Hout, de l'Institut européen des forêts. Si tu veux bien te présenter en quelques mots, puis après enchaîner avec ta présentation. Merci beaucoup. Merci Adeline. Oui, donc Marc Van den Hout, je travaille pour l'Institut européen des forêts et plus particulièrement pour la facilité FLECT. Donc nous appuyons l'Union européenne et les pays partenaires dans la négociation de ces accords et dans la mise en œuvre de ces accords. Et en particulier, moi je suis responsable, je suis point focal pour le Cameroun, pour la RCA et pour la Côte d'Ivoire. Alors pour dire la vérité, je ne devais pas être ici aujourd'hui, je suis un peu le remplaçant de dernière minute. C'est mon collègue Christophe Van Orshoven de la facilité RED qui devait être ici. Bon, il a eu un empêchement, donc voilà, je vais présenter son PowerPoint. Si on peut peut-être là. Ah. C'est nous. Okay. Donc voilà. Donc moi je vais faire un peu présenter le lien entre les CDN et les APV, les accords de partenariat volontaire. Et je vais un peu remarteler comme premier message un message qui a déjà été passé à plusieurs reprises aujourd'hui, notamment par Marie-Ange de Ferd, mais également dans la présentation précédente par Brice de Transparency International. C'est qu'on n'atteindra pas les objectifs climatiques sans s'attaquer aux problèmes de gouvernance. Ça, c'est vraiment un message clé de cette présentation. Et de ce point de vue, l'expérience acquise en la matière par les processus APV, par les processus RED+, devrait être davantage valorisée dans le développement et la mise en œuvre de ces CDN. Et alors je voudrais illustrer ce message avec une étude, voilà, qui vient d'être terminée par EFI en Indonésie, qui n'est pas encore publiée, qui est très intéressante. Elle a été réalisée en collaboration avec le ministère des Forêts et de l'Environnement indonésien. L'objectif de cette étude était de démontrer comment le cadre légal pouvait être utilisé pour atteindre les objectifs climatiques. Il faut rappeler à ce sujet que les objectifs climatiques de l'Indonésie sont extrêmement ambitieux, puisque le gouvernement s'est engagé à supprimer toute déforestation illégale d'ici 2030. Alors, qu'est-ce qui a été fait dans cette étude? Tout d'abord, nous avons extrait 6 indicateurs du cadre réglementaire et qui étaient liés à la déforestation. Exemple, l'interdiction d'opérer des coupes à blanc en bordure des cours d'eau, l'interdiction d'opérer des coupes à blanc en zone de forte pente, etc. Donc 6 indicateurs comme ça qui sont extraits. Ensuite, on a développé une méthodologie pour les mesurer et pour les suivre dans le temps, et notamment en utilisant la photo-interprétation satellitaire. Cette méthodologie a été appliquée dans 6 districts entre 2010 et 2016. Et alors, que donnent les résultats? On se rend compte que si l'Indonésie avait appliqué son cadre réglementaire sensu stricto durant les 6 années concernées par l'étude, 80% de la déforestation aurait pu être évitée, ce qui correspond à un équivalent en émissions de carbone, l'équivalent carbone de 146 millions de tonnes. Et donc voilà, donc ça illustre le message de la première dia, à savoir que bon, ici on est face à un pays qui est très engagé, mais qui ne pourra pas atteindre ses objectifs sans une application rigoureuse de son cadre légal. Le travail sur la gouvernance est donc essentiel. Bon, et c'est d'autant plus vrai que l'Indonésie est très avancée dans le processus APV, accord de partenariat volontaire, et qu'elle aurait donc tout intérêt à s'appuyer sur l'expérience de ce processus pour lui permettre d'atteindre ses objectifs climatiques. Et donc ça m'amène à un petit rappel, je ne sais pas si c'est nécessaire,
connaît pas très bien le niveau de compréhension ici dans la salle du processus FLECT. Donc je ne sais pas très bien, mais je vais passer très rapidement. Je n'ai qu'une dia de toute façon. Donc le FLECT, c'est le plan d'action de l'Union européenne sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux. L'objectif est de combattre l'exploitation forestière illégale et le commerce qui lui est associé, avec des mesures liées à la demande et à l'offre. Au niveau de l'offre, les pays partenaires peuvent négocier des accords de partenariat volontaire. Ce sont des accords bilatéraux qui sont négociés entre l'Union européenne et le pays exportateur, et une fois ratifié, cet accord devient contraignant. Donc le but de l'APV, c'est de faire en sorte que les bois qui parviennent sur le territoire européen sont effectivement légaux, donc sont conformes aux lois du pays. Il repose sur 3 grands éléments, je dirais. Tout d'abord, il faut définir la légalité. Qu'est-ce qu'un bois légal ? Donc à partir du cadre juridique national. Ensuite, développer un système de vérification de la légalité, de façon à pouvoir émettre des autorisations FLECT, qui accompagneront les produits légaux. Et ensuite, très important pour la crédibilité de tout cela, c'est des audits indépendants, vérification indépendante que le système fonctionne conformément à ce qui a été négocié. Au niveau de la demande également, donc le règlement bois de l'Union européenne, et donc là, à ce niveau, 2 cas de figure, c'est ce qui apparaît sur la DIA. Soit le bois qui arrive en Europe est accompagné d'une autorisation FLECT, et à ce moment-là, il peut entrer de plein droit sur le marché européen. Le deuxième cas de figure, c'est qu'il n'y a pas d'autorisation FLECT, et à ce moment-là, c'est la diligence raisonnée qui s'applique, c'est-à-dire que les importateurs, les metteurs en marché, doivent minimiser le risque d'acheter du bois illégal. Où en est-on avec cet APV ? Donc j'avais 2 dias en fait. Donc il y a 15 pays tropicaux qui négocient ou qui mettent en œuvre actuellement leurs APV. Ça représente quand même 80% du commerce du bois tropical dans le monde. Et actuellement, il n'y a qu'un seul pays, l'Indonésie, qui est capable d'émettre des autorisations FLECT. Voilà, donc ça c'est un bref rappel sur le FLECT. Maintenant, qu'est-ce que les CDN peuvent apporter aux APV tout d'abord? Ensuite, on verra qu'est-ce que les APV peuvent apporter aux CDN. Mais d'une part, au niveau de la visibilité, il faut savoir que certains pays APV ont fait de gros efforts dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, mais il faut bien dire que ces actions souffrent souvent d'un manque de visibilité. Et donc, or, les CDN reconnaissent le rôle des forêts dans les contributions à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. Donc, il y a vraiment une opportunité ici, à travers les CDN, de mieux valoriser et de donner une meilleure visibilité aux progrès réalisés dans le cadre de l'APV et même de l'ARED+, et de promouvoir un dialogue national sur les défis de la gouvernance forestière. Ça, c'est la première chose. Faut quand même, on l'a cité tout à l'heure, c'est assez surprenant, mais il n'y a que 5 pays sur les 15 pays APV qui mentionnent le FLECT dans leurs objectifs climatiques, leurs CDN. D'autre part, toujours par rapport à ce que les CDN peuvent apporter aux APV, une meilleure intégration de la gouvernance forestière dans les stratégies nationales. Les APV se concentrent sur le secteur forestier. Les CDN, eux, intègrent une multitude de secteurs, le transport, l'agriculture, la gestion des déchets, l'énergie, l'utilisation des produits et processus industriels. Donc c'est une opportunité d'ouvrir de nouvelles possibilités de synergie entre le secteur forestier et d'autres acteurs, et donc de s'attaquer aux questions d'utilisation des terres et de la gouvernance de façon transsectorielle ou intersectorielle. Je ne sais pas très bien ce qu'on dit en français. Les CDN sont une opportunité aussi d'introduire les défis de la gouvernance et les objectifs de l'APV au niveau des stratégies nationales et d'utilisation des terres. Inversement, qu'est-ce que les APV peuvent apporter aux CDN? Alors là, on a quand même maintenant 10 ans d'expérience au niveau de la négociation et de la mise en œuvre de ces accords.
Donc il y a énormément de choses qui peuvent être utilisées. Tout d'abord, on l'a dit, on l'a répété ce matin et encore cet après-midi, l'importance de l'engagement des parties prenantes. Donc là, je pense qu'on peut avoir pas mal de critiques par rapport aux APV, mais ce qu'on peut reconnaître à ce processus, c'est le fait d'avoir réussi à impliquer toutes les parties prenantes, à la fois dans la négociation, mais également dans la mise en œuvre. Cette participation, évidemment, est un gage d'appropriation, de légitimité et de crédibilité des solutions qui ont été proposées. Et toutes les personnes qui ont été impliquées dans ces processus ont acquis une expérience unique dans l'établissement et le maintien d'approches participatives. Donc cette expérience-là, elle est certainement profitable pour le dialogue intersectoriel qui est nécessaire au développement et à la mise en œuvre des CDN. Deuxième élément, le travail sur le cadre légal. Le développement de l'APV a nécessité d'analyser les cadres réglementaires, de s'entendre sur une définition de la légalité. Le développement des APV a aussi nécessité de se pencher sur l'application de la loi, clarifier le rôle des agences gouvernementales dans le contrôle, renforcer les capacités, mettre en place des mécanismes de vérification par de tierces parties. Tout cela donc, a permis de bâtir des systèmes de vérification de légalité crédibles. La mise en place de ces systèmes de vérification basés sur le cadre réglementaire doivent aussi faire partie des mesures d'atténuation des changements climatiques. Et on constate malheureusement que très peu de CDN mentionnent ces mesures à nouveau. Troisième élément, le levier du marché, qui a été utilisé dans le cadre du plan d'action FLECT à travers le RBUE. Le commerce global des commodités a un impact majeur sur les forêts tropicales. L'APV fait le lien entre des mesures au niveau de la demande et au niveau de l'offre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ces efforts démontrent aujourd'hui qu'en influençant la demande, on crée des incitatifs qui changent les décisions d'achat des commodités. Et par la même occasion, influencent le comportement des producteurs et exportateurs de ces mêmes commodités. Donc le marché est donc un levier de changement pour obtenir l'appui politique permettant de mettre en œuvre les réformes institutionnelles par les pays producteurs. Donc l'influence du commerce et de son potentiel impact, son potentiel impact sur les actions climatiques a été insuffisamment reflété également dans les stratégies CDN jusqu'à présent. Et alors, dernier élément, c'est qu'un bon processus prend du temps. Bien sûr, réduire la déforestation et les changements climatiques relèvent d'une urgence absolue, mais le développement de politiques efficaces prennent du temps. Et je pense que l'APV est là pour le démontrer. Ça prend du temps parce qu'on touche aussi aux causes profondes des problèmes d'exploitation illégale et de déforestation. Enfin, donc le dernier point de ma présentation par rapport au financement des CDN. C'est une problématique, évidemment, la question des financements des CDN est importante et on considère qu'elle n'est pas assez discutée à la fois au stade de développement mais aussi de la mise en œuvre. Et pourtant, comme ça a été rappelé ce matin par la chef d'unité de DEFCO, Chantal Marie-Neyssen, plusieurs bailleurs sont prêts à axer toute leur programmation sur ces CDN s'ils présentent des objectifs clairs et mesurables. Et pourtant aussi, la majorité des investissements publics et privés soutiennent encore des formes d'utilisation des terres qui sont dommageables et alimentent la déforestation. Et il reste complexe et difficile pour les pays partenaires d'équilibrer les priorités de développement concurrentes. Donc c'est pour ça qu'améliorer la compréhension et la transparence des investissements dans les secteurs liés à l'utilisation des terres est un pas important vers la planification et la mise en œuvre efficace des CND. Alors, ce qui est présenté ici sur la DIA, c'est le résultat
d'un outil cartographique qui a été développé par EFI pour cartographier donc les flux financiers liés à l'utilisation des terres. Je me rends compte à ce niveau que Transparency International, donc, dans sa présentation tout à l'heure, a présenté un outil qui me semble assez similaire. Et je me demande s'il n'y a pas un doublon ici. Ce serait quelque chose à discuter. Toujours est-il que ce Land Use Finance Tool est accessible en ligne, landusfinance.org, dans les 3 langues, anglais, français, espagnol. Alors, cette approche permet d'identifier les flux de financement alignés et ceux qui ne le sont pas aux objectifs des CDN. Alors les résultats, le schéma qui est présenté ici est l'application de cet outil en 2015 au cas de la Côte d'Ivoire. En vert, donc ce sont tous les investissements du gouvernement ivoirien et de ses partenaires en direction des objectifs de la RED+. Et vous voyez qu'il s'élève à 16,8 milliards de francs CFA, soit 28 millions de dollars, soit une part négligeable des besoins d'investissement nécessaires pour mettre en œuvre les objectifs climatiques de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, et ça, ce sont les flux en gris, plus de 140 millions de dollars d'argent public ont été investis dans des activités agricoles qui n'ont pas explicitement pris en compte les risques de déforestation et qui ont peut-être contribué à la déforestation et à la dégradation des forêts. Donc ce sont tous les flux qui sont présentés en gris sur le schéma. Ça représente quand même 67% des investissements publics nationaux et 87% des investissements par les partenaires internationaux. Donc tous ces investissements en gris ne sont pas alignés aux objectifs climatiques. Troisième constat, le verdissement des financements agricoles provenant du trésor public et dans une plus large mesure encore des sources internationales augmenterait de plus de 5 fois les dotations disponibles au soutien des politiques et mesures zéro déforestation en Côte d'Ivoire, soit à hauteur de 100 milliards de francs CFA, 168 millions de dollars. Voilà, donc cette information stratégique a été utilisée par le ministère en charge de l'aménagement du territoire pour améliorer la coordination intersectorielle et interministérielle et à faire en sorte que les questions de déforestation soient présentes à tous les niveaux des processus de planification. Elle a aussi permis une meilleure coordination des partenaires par rapport à leurs différents appuis financiers. Voilà, je vous remercie. Merci Marc pour la présentation. Donc je retiens la présentation d'une réelle besoin de gouvernance pour faire appliquer par exemple les cadres réglementaires, des apports d'un côté et de l'autre mutuels, des CDN pour les APV et des APV pour les CDN, notamment un engagement des parties prenantes. Et peut-être une petite question pour approfondir avant de passer la parole. Vous avez donc évoqué un petit peu le côté participatif de ces accords de partenariat volontaire et l'importance de s'inspirer de ce processus pour le développement des CDN. Pourriez-vous expliquer davantage comment cette participation a été assurée dans les négociations et la mise en œuvre des accords de partenariat volontaire? Oui, donc les accords de partenariat volontaire sont des accords commerciaux. En général, ce sont des accords qui se négocient plutôt entre l'Union européenne, je veux dire, et le ministère du Commerce, le ministère de l'Économie, le ministère des Finances. Ici, ce qui est quand même très particulier dans le cas des APV, c'est que ce sont des accords qui ont été négociés non seulement avec ces ministères-là, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, avec des acteurs de la société civile, du secteur privé, et même dans certains pays, il y avait les peuples autochtones, les représentants des chefferies. Donc vraiment, c'est vraiment l'originalité et je dirais, la valeur ajoutée de la négociation de ces accords de partenariat volontaire. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que, donc bien sûr, ça a permis, comme je le disais, de donner toute la crédibilité, la légitimité à ce qui a été négocié, aux décisions qui ont été prises. Mais il y a aussi un effet induit de tout ce processus,
c'est le renforcement des capacités au niveau de la société civile. Et quand je vois ici dans la salle plusieurs ONG que je connais très bien et qui ont participé à tous ces processus APV dans différents pays, il y a FLAG qui est là, il y a FODER qui a parlé tout à l'heure, il y a SIED, OGF, donc toute une série d'ONG qu'on a vu grandir aussi avec le processus, qui aujourd'hui sont vraiment bien ancrés, qui ont beaucoup plus voix au chapitre, beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus respectés aussi. Et ce dialogue qui n'existait pas avant les APV, ce dialogue notamment qui donne une voix à la société civile, c'est aujourd'hui, j'ai l'impression, quelque chose d'acquis et qui sera justement une valeur ajoutée pour, par exemple, toutes les discussions climatiques. Très bien, merci beaucoup. Je propose, avant de passer la parole, de garder les questions de la salle à la fin de toutes les interventions. Donc on va passer à la deuxième intervention. Donc Marie Vallée du World Voices Institute. Marie, je te laisse te présenter, pareil, et pour commencer, puis ensuite dérouler ta présentation. Ok, merci beaucoup. Donc effectivement, je m'appelle Marie Vallée, je suis forestière de formation et je travaille au WRI, Institut des ressources mondiales. Je suis basée à Washington et je travaille sur un projet qui s'intéresse dans un premier temps à l'Afrique centrale et donc au bassin du Congo, et je vais vous en dire un peu plus dans le cours de la présentation, donc je ne développe pas pour le moment. Donc on m'a demandé de présenter sur l'importance en fait de produire et d'exploiter des données sur les forêts. Et donc j'ai intitulé ma présentation « L'importance de l'open data et de la transparence dans le respect des engagements pour le climat, le cas des forêts ». Et donc pour replacer cette intervention dans les discussions d'aujourd'hui, bien évidemment, les engagements nationaux et internationaux sont indispensables pour faire face à la crise climatique et environnementale actuelle. Et ces engagements, comme les CDN, n'auront d'impact que si les pays sont, d'une part, en mesure de suivre les progrès, de suivre leurs progrès et d'éventuellement adapter leurs actions, et d'autre part, capables de rendre des comptes par rapport aux cibles qu'ils se sont fixées, donc la notion de redevabilité. Et ça, c'est uniquement possible s'il y a des systèmes de suivi performants qui sont mis en place avec production de données accessibles à tous. D'où le thème de ma présentation. Donc, comme je le disais en introduction, je travaille pour WRI, l'Institut des ressources mondiales, qui est un institut, un organisme de recherche orienté vers l'action. Et l'un de nos thèmes de travail favoris, c'est justement la production d'outils permettant de générer et ou de centraliser et ou de mettre à disposition vraiment du plus grand nombre des données pour orienter l'action et pour améliorer la redevabilité. Et donc moi je vais vous présenter, j'ai pris 3 exemples développés par notre programme Forêt. Et pour commencer, déjà le suivi il peut être fait à plusieurs échelles, de l'échelle internationale à l'échelle cellulaire. Et il peut mettre en jeu plusieurs types d'approches. On peut faire du suivi par analyse d'images satellitaires. On peut faire du suivi par analyse génétique ou chimique ou anatomique du bois. On peut faire du suivi sur base documentaire. Et on peut faire du suivi de terrain. Je vais ouvrir une petite parenthèse ici. Il y a une des modalités de suivi de terrain qui est justement mise en œuvre dans le cadre des APV pour faire la jonction avec la présentation précédente, qui est l'observation indépendante des forêts. Ça va être une petite parenthèse, donc j'invite déjà les représentants ici d'organisations de la société civile qui font de l'observation indépendante à se manifester, à lever la main peut-être pour que vous puissiez venir les voir suite à la présentation dans durant la réception par exemple. Voilà. En gros, donc ils vous en parleront beaucoup mieux que moi, mais pour faire court, ce sont des organisations de la société civile qui vont en forêt et qui regardent ce qui se passe. Ils regardent ce qui se passe en matière d'exploitation forestière et en matière de contrôle opéré par l'administration. Et sur la base des faits constatés, ils produisent des rapports
ces rapports, ils les envoient à leur administration. Et donc voilà. Donc, je referme ma parenthèse. Je vous invite vraiment à aller les voir. Et donc, pour revenir à ma diapositive, là, ces différentes approches, elles sont très complémentaires. Parce qu'évidemment, on ne peut pas tout voir depuis l'espace. De même qu'on ne peut pas tout comprendre en analysant la structure cellulaire d'un échantillon de bois. Donc c'est vraiment important en termes de suivi d'avoir des modalités complémentaires qui incluent des aspects de terrain et des aspects documentaires. Mon premier exemple, c'est le Global Forest Watch, développé par WRI avec de nombreux partenaires, notamment l'Université du Maryland. C'est un système international basé sur de l'analyse d'images satellites. Et c'est un système en ligne de suivi du couvert forestier et d'alerte de perte du couvert arboré. Ces alertes sont également disponibles hors ligne via une application développée également par WRI qui s'appelle le Forest Watcher et qui permet non seulement aux utilisateurs d'avoir accès à ces données hors ligne, mais également de se diriger vers ces alertes-là sur le terrain et de produire des rapports sur base de photos et de vidéos par rapport à ce qu'ils constatent sur le terrain. Alors sur le terrain, justement, il faut garder en tête que les équipes qui sont chargées de la surveillance des forêts, ce sont souvent des équipes très peu nombreuses pour des territoires extrêmement vastes. Et du coup, les techniques classiques et traditionnelles de patrouille sont généralement insuffisantes pour prévenir tous les problèmes. Et du coup, un outil qui permet, en appui à ces méthodes, d'avoir accès à des alertes de déforestation par analyse satellite sont extrêmement précieuses. Donc là, on a un certain nombre de témoignages. En haut, on a des rangers qui utilisent les données du Global Forest Watch et de l'application Forest Watcher pour mieux surveiller un parc national en Ouganda. Dessous, c'est l'équipe du chef de police de l'État de l'Amapá au Brésil qui témoigne qu'en fait, vu son effectif réduit, ces données-là sont vraiment importantes pour lui et capitales pour lui permettre d'effectuer un suivi efficace contre la déforestation illégale. Et la dernière photo, c'est également les communautés qui utilisent de plus en plus ces outils pour mieux protéger leur territoire. Et donc voilà, donc c'est vraiment un exemple ici d'un outil qui permet de façon concrète d'appuyer l'action de lutte contre la déforestation. En complément, le fait d'avoir toutes ces analyses de perte de couverts forestiers sur une carte, ça permet aussi de faire des calculs et ça permet de suivre ainsi la perte de couverts forestiers au cours du temps dans les différents pays. Donc ça permet aussi de suivre les engagements en matière de suivi du couvert forestier qui peuvent être pris dans le cadre des CDN. Mon deuxième exemple, que je maîtrise un peu mieux, c'est le projet que je gère, l'Open Timber Portal, OTP de son petit nom. Alors cet outil-là ne génère pas de données en soi. Il permet de centraliser les données sur le statut de légalité des opérations forestières dans les pays producteurs, des données de sources variées qui sont ensuite mises à disposition des utilisateurs, donc notamment importateurs et autorités compétentes, sous un format facilement utilisable. Alors, les sources d'information de cet outil sont principalement, d'une part, les données du Global Forest Watch, dont je viens de vous parler. D'autre part, les données de l'administration forestière. Vous excuserez l'iconographie extrêmement américaine de la représentation de l'administration forestière. Hein. Voilà. Donc, auprès de l'administration forestière locale, on obtient les périmètres des concessions forestières ainsi que la liste des opérateurs forestiers, enfin des exploitants forestiers actifs dans le pays. La troisième source d'information, ce sont les exploitants forestiers eux-mêmes qui, sur une base volontaire, peuvent partager leurs documents de conformité. La quatrième source, ce sont les rapports des observateurs indépendants que j'ai cités précédemment.
Donc on a toutes ces informations regroupées dans le portail et les importateurs qui sont basés par exemple aux États-Unis ou en Europe ou finalement dans tous les pays qui disposent d'une législation visant à limiter l'entrée sur le marché de bois illégal. Donc ces importateurs-là, ils ont l'obligation de vérifier, de s'assurer que le bois qu'ils achètent est légal. Et pour faire ça, ils ont besoin d'informations. Et c'est là qu'ils peuvent se connecter sur le portail pour voir les différentes informations regroupées, fournisseur potentiel par fournisseur potentiel. Et donc là, on a un exemple d'un outil qui met à disposition des informations et moyennant que ces informations soient de sources variées, crédibles, permet de soutenir la mise en œuvre d'une politique internationale sur le bois. De plus, en complément des informations satellitaires, il est possible de trouver donc sur l'OTP l'ensemble des observations produites par les observateurs indépendants en matière de suivi de la légalité et en matière de gouvernance forestière. Donc ça permet vraiment de compléter le suivi qu'on peut se faire au niveau d'un pays et des engagements, notamment ici en matière de gouvernance forestière. Donc toutes ces observations sont regroupées dans une base de données qui est filtrable. Donc finalement, en quelques clics, on peut facilement ressortir, par exemple, tout ce qui a été dit par la société civile en matière d'exploitation forestière et de gouvernance forestière dans un pays donné pour une période donnée. Mon dernier exemple va nous emmener à une échelle microscopique et plutôt sur le suivi des chaînes d'approvisionnement. Donc, pour suivre correctement des chaînes d'approvisionnement, ça nécessite un suivi précis au niveau des produits et au niveau des lots de produits. Et donc là, je vais vous parler en particulier des techniques d'identification du bois. Il existe plusieurs techniques, des techniques d'analyse génétique, mais également des techniques chimiques comme le spectromètre de masse, ou encore les analyses des isotopes stables, ou encore des méthodes anatomiques qui sont soit automatiques via un appareil qu'on appelle le xylotron, soit traditionnelles. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces différentes techniques parce que déjà, moi, je ne suis pas une spécialiste du domaine, et puis ce n'est pas non plus le propos aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour ces différentes techniques, il est nécessaire de disposer d'une base de données de référence. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. Admettons que j'ai entre les mains un échantillon de bois et que je veux déterminer quelle est l'essence, quel est le genre, quelle est l'origine de cet échantillon. C'est un échantillon transformé, donc j'ai plus les feuilles, j'ai plus l'écorce, donc c'est beaucoup moins facile qu'en forêt. Donc je vais choisir une des méthodes d'analyse que j'ai citées précédemment et je vais obtenir soit une séquence génétique, soit un profil chimique, soit une structure cellulaire. Et je vais pouvoir en déduire le genre, l'espèce et l'origine que si j'ai déjà quelque part enregistré à quoi est censée ressembler la séquence génétique de telle essence, ou son profil chimique, ou sa structure cellulaire. Donc, il est nécessaire pour toutes ces techniques de disposer de bases de données de référence. Et ces bases de données de référence sont plus ou moins avancées selon les différentes techniques. Donc on est aussi impliqué dans un projet qui implique beaucoup de monde, dont des représentants du secteur privé, dont le système aussi de certification forestière FSC. Et le but du jeu, c'est qu'à partir d'arbres donc plus facilement identifiables en forêt, on prélève des échantillons et on passe ces échantillons au crible des différentes techniques et on enregistre les séquences génétiques, on enregistre le profil chimique, la structure anatomique dans des bases de données de référence de façon à ce que la prochaine fois qu'on croise un échantillon qui présente le même profil, on soit en mesure de dire avec certitude c'est tel genre, telle espèce et de telle origine. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail de ce projet-là, mais c'est vraiment l'idée. Donc, j'espère qu'à travers ce survol de 3 exemples très différents mais très complémentaires, j'espère avoir réussi à vous montrer l'importance
de produire et d'exploiter des données sur les forêts pour bien suivre les engagements climatiques, notamment en matière de suivi du couvert forestier, de suivi de la gouvernance forestière et de suivi des chaînes d'approvisionnement. En termes de recommandations aux différents pays lors de la définition de leur CDN, moi je pense qu'il est très important, dès la définition des CDN ou dès leur redéfinition, d'acter des méthodes de suivi. Et dans cette dynamique, de marquer également un engagement fort en faveur de la transparence et du coup également de soutenir la société civile qui est un garant de cette transparence et qui peut aussi agir concrètement et intervenir concrètement dans le suivi de ces engagements. Et il est également très important d'accompagner le secteur privé dans leurs efforts vers une plus grande transparence. Voilà, merci. Merci Marie pour la présentation. Donc, je retiens de ce que tu viens de nous dire. Donc, il y a une production de données qui est accessible à tous, qui permet donc une transparence, c'est ta diapo de fin et tu es bien revenu dessus, à la fois garantie, aidée par la société civile, aider les entreprises et le secteur privé à aller vers plus de transparence, qui peut aussi aider les États. Je voudrais revenir peut-être sur l'exemple numéro 2 où tu nous parles donc de l'OTB, Open Timber Portal, donc qui, si j'ai bien compris, permet de centraliser les données en fait, et donc du coup d'avoir une base de données en matière de bois légal. Est-ce que le fait d'avoir ces données, de pouvoir travailler sur le bois légal, ça a permis, selon toi, est-ce que c'est un outil qui peut aider au dialogue entre les différents acteurs pour justement améliorer le dialogue entre société civile, entre États, entre secteur privé, de façon à améliorer par exemple la gouvernance? Merci beaucoup pour cette question qui est peu commune et qui est très intéressante. Oui, ça améliore le dialogue déjà parce que quand on commence à déployer l'OTP dans un pays, et alors je ne me suis pas étendue là-dessus, mais pour l'instant l'outil est actif au Congo, en RDC et au Cameroun. On travaille actuellement au Gabon et en RCA pour étendre, mais en gros quand on arrive dans un pays pour déployer l'outil, ou plutôt quand on trouve des partenaires locaux pour déployer cet outil, ça génère déjà en soi du dialogue, puisque les contributeurs, finalement ceux qui mettent les données dans le portail, ce sont bien les différentes composantes qui sont d'ailleurs celles qui participent aux négociations APV FLECT. Donc on a un petit peu un outil qui reprend le côté multi-acteurs de l'APV avec donc des données des acteurs de la société civile, des données du secteur privé, des données de l'administration. Et donc le fait simplement de lancer cet outil dans un pays, ça génère du dialogue, ça génère des contacts, ça génère des débats. Parce qu'évidemment, peut-être que le secteur privé n'a pas forcément envie d'avoir sur le même site à la fois ces documents de conformité et en même temps les observations des observateurs indépendants. Donc oui, ça génère effectivement du dialogue. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que une grosse partie du travail des observateurs indépendants, c'est en amont de trouver l'information, d'accéder à l'information de l'administration, d'accéder à l'information du secteur privé pour pouvoir ensuite mener ces actions d'observation. Et avec un outil comme ça qui centralise déjà une partie de ces informations, on permet aux observateurs de se dégager du temps et éventuellement d'être plus efficace sur des actions de plaidoyer ou d'avoir plus de temps pour participer à des actions de gouvernance. Donc je pense que oui, sur ces deux aspects, je dirais que la réponse est oui. Mais il faut demander à la société civile qui utilise le portail. Alors on les laissera réagir juste après la fin des présentations, s'ils ont des commentaires, qu'ils les notent bien et qu'ils nous les partagent dès qu'on donnera la parole à la salle. Je laisse donc la parole à la personne suivante, donc Gilles Moineau, de l'Office national des forêts internationales. L'Office national des forêts internationales, oui, c'est bien ça.
comme c'est pas beau, d'habitude, on dit pas l'Office national des forêts internationales. On dit juste l'ONF international pour éviter que j'ai l'air ridicule. Ok. Et bah du coup... Parce que le nom est ridicule, je le reconnais. Oublie pas une petite présentation rapide non. et ensuite je te laisse dérouler ton diapo. Donc Gilles Moineau, je suis directeur technique de l'ONF international. Et la présentation que je vais vous faire est légèrement différente des précédentes puisque je vais rentrer dans le détail d'un projet qui a été mené par l'ONF Andina, donc notre filiale en Colombie. Et donc c'est un projet RED+, qui est en cours depuis longtemps et comme tout projet RED+, est loin d'être fini. Donc ce projet, c'est un projet groupé. RED, il s'appelle le projet groupé RED Huila, corridor biologique Guacharos-Pulacé. Et les deux noms en bas, c'est les deux aires protégées dont l'espace... il y a un corridor entre ces deux aires protégées sur lesquelles on intervient pour lutter contre la déforestation, d'où le nom du projet. Il s'appelle projet groupé parce qu'on travaille avec plus de 1100 familles. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas un seul territoire, une seule propriété foncière, mais c'est une multitude de propriétés foncières sur lesquelles on travaille. Alors, en 2 mots, l'ONF, normalement, vous devez connaître à peu près tous, c'est l'administration française qui gère les forêts. Donc, il y a un peu plus de 20 ans, l'ONF a décidé de créer une filiale pour, on va dire, valoriser son expertise à l'international. Mais au-delà de cette activité, l'ONF international a une activité de bureau d'études, mais aussi porteur de projets. Donc, on a pas mal de projets de recherche et développement qui ne sont pas forcément rentables, mais qui sont passionnants, notamment du suivi de la déforestation et des systèmes d'alerte, comme peut le faire WRI, mais aussi une présence locale, ce qui fait un peu la marque d'ONFI. C'est-à-dire au Brésil, on est présent depuis 20 ans. En Colombie, on est présent depuis 20 ans. Donc c'est des territoires où on intervient au-delà d'un bureau d'études, vraiment comme un opérateur de terrain avec une réelle appropriation par les populations locales. Donc si je prends le cas du projet Huila dont je vais vous parler, c'est un des premiers projets qui a été développé par ONF International il y a 20 ans. Au départ, c'était un projet de boisement, un projet MDP. Mais du coup, voilà, après 20 ans d'intervention, au fil des années, il y a eu l'envie, le besoin et la relation qui s'est créée avec les populations locales. Et ça a donné naissance à un projet RED+, qui est en cours, dont la première phase vient de se terminer. Alors le Huila, pour ceux qui ne connaissent pas la Colombie, et on est plutôt centré Afrique centrale aujourd'hui, c'est en gros à la hauteur de Bogota, côté est-ouest, et nord-sud à la hauteur de Cali. Donc c'est le sud-ouest de la Colombie, au moment où la cordillère des Andes se sépare en deux cordillères de moindre altitude. Et c'est là aussi où le fleuve Magdalena prend sa source. Donc c'est une zone qui est vraiment importante à différents niveaux. Et c'est pour ça que c'est un projet qui s'est monté avec un organisme public ou parapublic, je ne sais pas exactement, qui s'appelle Corps Magdalena, enfin si public, pardon, qui est en charge en fait de la gestion et de la valorisation de l'ensemble du fleuve Magdalena. Donc l'objectif premier du projet, puisque c'est un projet RED+, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation, la dégradation des forêts. Au-delà de ça, puisqu'on est justement sur un corridor écologique qui relie 2 aires protégées, il y a un enjeu de biodiversité. Il y a aussi l'enjeu de protection des ressources hydriques, puisqu'on est sur la source, vraiment le haut du bassin versant du fleuve Magdalena. Et le dernier point, c'est que c'est un projet en effet de réduction des émissions dues à la déforestation, dégradation des forêts, mais qui a la particularité de se faire par le développement d'activités génératrices de revenus, plus que par des activités de protection de la forêt en elle-même. Les principaux partenaires. Donc je suis désolé, j'ai fait une traduction un peu rapide d'une présentation en espagnol, donc il y a quelques mots qui ont été traduits un peu trop vite. Donc les alliés, c'est les partenaires, parce qu'en français, ça n'a plus trop de sens. Donc c'est un projet qui est financé par donc les autorités locales, mais aussi par le Fonds français, pour l'environnement mondial. Cette partie du projet financée par le FFM vient de se terminer. Donc c'est un projet qui est prévu sur 30 ans, puisqu'à partir du moment où on travaille sur la réduction de la déforestation et du coup l'émission de crédits liés à cette réduction de la déforestation, on est obligé de travailler sur du long terme. La totalité de l'aire sur laquelle on travaille, c'est à peu près 80 000 hectares, mais la zone vraiment sur laquelle on intervient et sur laquelle il y a une contractualisation déjà faite ou en cours avec les familles de paysans qui aujourd'hui se servent de la forêt, ça représente 25 000 hectares. Et donc voilà, il y a 1138 familles qui sont bénéficiaires du projet. Et le projet a aussi la particularité, on ne travaille pas du tout avec les communes, on travaille à une échelle beaucoup plus locale.
donc ce qui s'appelle, j'ai oublié le nom, en espagnol c'est veredas, donc c'est un peu l'équivalent du hameau ou du quartier, donc c'est vraiment une échelle très locale. Et dans une zone comme ça, dans laquelle on est présent depuis plus de 20 ans, il faut imaginer que finalement on est un des opérateurs les plus connus. Les gens sur place auront tendance à connaître mieux l'ONF Andina que Cor Magdalena, qui pourtant est le représentant de l'autorité publique sur la gestion du bassin versant et du fleuve. Alors, autre particularité du projet, c'est que comme tout projet, il y a une obligation de certification des crédits carbone. Donc on travaille avec le système VCS, enfin Vera aujourd'hui, auquel on a associé la certification CCBA, donc qui est plus orientée sur la gestion de la biodiversité. Comme je vous l'ai dit, c'est un projet de 30 ans. Les partenaires, il y a une vérification tous les 5 ans, dont la première devrait avoir lieu en 2020. Et le système, enfin aujourd'hui le cadre, le PDD, le projet est en cours de validation auprès des 2 entités VCS et CCB. Donc ça, c'est la zone d'intervention du projet. Donc c'est une zone qui touristiquement est extrêmement intéressante pour les personnes qui s'intéressent à la culture précolombienne. Et du coup, les 1100 familles avec lesquelles on travaille ont été divisées en 3 groupes différents, en fait, en fonction du risque de déforestation et de la capacité qu'on avait à contractualiser avec eux, notamment avec savoir si les personnes bénéficiaient d'un titre foncier ou pas. Ce qui permet en fait d'avoir une sécurisation beaucoup plus rapide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une contractualisation à ce qu'on appelle la première instance, c'est-à-dire il y a uniquement sur 100 parcelles et 2500 hectares qu'il y a une contractualisation officielle entre les familles et les autorités sur le projet pour l'émission de crédit carbone. Le but, c'est d'arriver assez vite à pouvoir contractualiser avec les 400 autres familles qui représentent près de 13 500 hectares pour arriver à une surface suffisante pour que ça soit rentable de faire la première vérification. Parce qu'en fait, avec une surface de 2500, les coûts sont bien trop élevés pour que ça soit intéressant. Donc ça, c'est une évaluation de ce que pourraient être les émissions évitées dans un scénario business as usual et un scénario projet qui est mis en œuvre. Donc en fait, au terme des 30 ans, on pourrait éviter la déforestation de plus de 5000 hectares de forêt. Donc c'est un projet qui est vaste, hein, donc qui va traiter de beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup de partenaires. Je vous dis, ça repose sur quand même 20 ans de présence sur le terrain. Et le but, comme je disais, c'est vraiment non pas de travailler sur la forêt en tant que telle, mais de travailler sur les activités, les modes de vie des personnes pour réduire la déforestation. Donc il y a vraiment 2 aspects qui sont fondamentaux. C'est développer les filières pour qu'elles soient plus rentables, plus efficientes, mieux organisées en termes d'organisation paysanne, qu'il y ait moins de déforestation évidemment. Et derrière, il y a aussi toute une partie incitatif financier, donc la mise en place de structures qu'on pourrait assimiler à du microcrédit. Alors, je suis désolé pour ce schéma qui est comment on va dire ça, peu ergonomique, mais c'est pour vous montrer la complexité du projet et en même temps sa richesse. C'est-à-dire que voilà, les filières qui ont été développées sont extrêmement variées. Alors, si on regarde les causes de déforestation historique dans cette zone, c'était principalement le café initialement. Il y avait aussi la collecte de piquets de bois pour faire, comme on est relativement en altitude, de piquets de bois pour faire la culture de fruits de climat froid. Enfin, bêtement des piquets, par exemple, pour installer du fruit de la passion, des choses comme ça. Donc il y avait un prélèvement qui était non négligeable. Il y a aussi basiquement la collecte de bois pour les activités quotidiennes et enfin la déforestation pour défricher et avoir des terres agricoles disponibles. Donc le but c'était de maintenir les activités qui étaient déjà là et d'en développer de nouvelles. Donc par exemple l'apiculture était quelque chose qui était extrêmement limité quand l'équipe de projet est arrivée. Aujourd'hui on se retrouve dans une situation où l'offre de miel qui est proposée par les bénéficiaires du projet n'est pas suffisante pour répondre à la demande. Donc même nous, quand on est partenaire du projet, qu'on essaye de récupérer du miel qui est produit sur place, on n'y arrive pas. Donc c'est pas le type d'activité qui a extrêmement bien marché. On a essayé de travailler sur des systèmes agroforestiers aussi et d'amélioration de tout ce qui est production de fruits de climat froid et la production de piquets notamment, pour qu'il y ait moins d'impact sur la forêt. Donc ça va être fruits de la passion, mûres, pitaya, il y en a d'autres que j'ai oubliés. Oui, il y a aussi la production de légumineuses comme la fève. Il y a aussi de l'élevage. Il y a la production de panela, qui est un genre de sucre non raffiné cuit au four. Alors, par exemple, pour la panela, on a permis aux personnes de s'équiper avec des fours améliorés qui leur permettent finalement de
de produire la panela sans consommation de bois. Finalement, ils vont utiliser la bagasse, c'est-à-dire la fibre résiduelle de la canne à sucre, pour alimenter les fours. C'est pour vous donner quelques exemples. Et après, voilà, autre chose, il y a énormément de fonds de microcrédits qui ont été créés. Et là, ce qui a été apporté, c'est la première mise de trésorerie pour permettre au microcrédit d'avoir un fonds de roulement, d'initier la machine et qu'après, le fonds s'alimente tout seul. Donc, quand on regarde aujourd'hui, il y a 7 fonds qui ont été créés sur la région, donc, qui bénéficient à une partie des 1100 familles. Il y a déjà 570 crédits qui ont été octroyés. Dans ces fonds, il y a 300 associés. Et le capital qui a été apporté au départ par le projet est de 55 000 $. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a lié à cette activité donc, de développement d'activités génératrices de revenus pour réduire la déforestation des enjeux de conservation de la biodiversité. Donc, il y a notamment des formations qui ont été dédiées et il y a aussi une contrepartie quand un prêt est octroyé, qui n'est pas de chasse, donc dans le sens chasse faune sauvage, et qui n'est pas non plus d'activité de déboisement. Alors, ce qui est très important, c'est que le projet, comme je vous l'ai dit, c'est un projet RED, donc c'est un projet qui est forcément sur une durée de temps qui est élevée. Aujourd'hui, là, on est à la fin des 4 années du financement FFM, mais on a encore un besoin d'investissement sur le projet de 10 millions $. Et évidemment, l'argent ne va pas sortir tout seul. Si je vous donne juste si on fait un calcul rapide, hein, on peut éviter la déforestation de 200 hectares par an. On a une période de 30 ans, on a une vérification tous les 5 ans. Donc ça veut dire que 200 hectares par an sur le marché du carbone colombien, ça représente 4 $ de l'hectare à peu près. Donc si on ramène ça à la famille, on va se retrouver avec un gain pour la famille de l'ordre de 500 $ par famille et par an. Et c'est évident qu'il n'y a pas assez d'argent pour, avoir un impact sur la famille pour qu'elle se sente impliquée dans le projet, et 2, pour qu'on puisse réinvestir dans la suite du projet, notamment pour améliorer les filières, les structurer, et aussi travailler au niveau de la gouvernance. Dernier point qui est important, c'est que comme c'est un projet qui est vraiment assez innovant, on a travaillé, le projet a servi de référence à l'IDEAM, qui est l'institut qui travaille sur le changement climatique et la météorologie en Colombie, pour fixer tous ces référentiels de calcul de projets de carbone forestier. Et avant de finir, il y a plein de points que j'ai oubliés, mais c'est pas grave, j'espère que ça me reviendra. Il y a 2 points qui m'ont semblé très importants, qui ont été évoqués précédemment dans la journée, et que je voudrais souligner, parce qu'en fait on les retrouve dans ce projet. C'est pour moi la distinction qui n'a pas de sens aujourd'hui entre les projets qui sont censés s'attaquer au climat et qui sont censés préserver la biodiversité. Et ça a été évoqué par la personne de l'AFD tout à l'heure, mais je trouve ça extrêmement dommage qu'on ait des projets qui soient labellisés changement climatique, et de l'autre côté une autre convention avec des projets qui vont être entre guillemets labellisés biodiversité, alors que les deux devraient être faits l'un dans l'autre de manière intégrée. Autre chose, je pense que dans le cadre des forêts, c'est vraiment important d'avoir une approche adaptation-atténuation intégrée aussi, et là c'est aussi une discussion qui a eu lieu ce matin, parce que ça rendrait le secteur forestier plus compétitif. Et dernier point, mais voilà, le changement climatique et la biodiversité devraient être des enjeux transversaux, et je trouve qu'ils devraient être intégrés, mais ça revient au schéma qui a été présenté tout à l'heure sur la Côte d'Ivoire. C'est étonnant qu'on en soit encore aujourd'hui à avoir des politiques sectorielles qui n'incluent pas des enjeux qui sont aussi fondamentaux et qui ne devraient pas être des secteurs en tant que tels, mais qui devraient être des enjeux partagés par tous les secteurs. Je vous remercie. Merci pour la présentation. Donc là, on a eu la présentation d'un gros projet d'envergure, donc à la fois de projet RED, donc de réduction de la déforestation et en même temps de développement de la filière locale. C'est assez original. C'est un concept est-ce que c'est un concept qu'on retrouve ailleurs? Est-ce que c'est assez pionnier? Et quelles sont les difficultés pour mettre en œuvre ce type de projet? Ce qui fait la particularité de ce projet, et c'est vraiment ce qui fait vraiment son intérêt, et le fait aussi qu'il n'est pas rentable, c'est qu'on travaille avec plus de 1100 familles. Et en fait, les autres projets RED+, qu'on peut trouver en Colombie, les gens vont plutôt tendance à vouloir travailler avec des populations sur lesquelles il y a un foncier unique. Par exemple, des communautés indigènes, ou alors les populations afro-américaines qu'on peut trouver en Colombie. Parce que dans ces cas-là, la contractualisation avec les populations est beaucoup plus simple, simplement parce qu'on a un seul propriétaire. Dans notre cas, on a 1138 propriétaires différents. Donc c'est un travail de fourmi, mais en termes quand on regarde le projet d'un point de vue économique, il est absolument passionnant et très innovant. En revanche,
mais c'est le cas de tous les projets forestiers. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les projets forestiers, les forêts sont d'une manière générale gérées par les populations locales. Et travailler sur un écosystème et de fait avec les populations, ça demande un travail qui est beaucoup plus important que n'importe quel autre secteur. Et c'est le problème de la forêt dans le cadre du changement climatique, c'est qu'on se retrouve finalement, si je regarde uniquement la partie atténuation, avec un secteur qui est beaucoup moins compétitif que d'autres activités qui permettent d'avoir des mesures d'atténuation quand on va travailler sur, par exemple, l'industrie, la production d'énergie. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour que le secteur forestier devienne quelque chose de compétitif, je pense que c'est extrêmement important, et malheureusement, ce n'est pas encore assez développé dans les CDN, que l'approche atténuation et l'approche adaptation soient intégrées à travers un seul prisme. Parce que dans ce cadre-là, si on prend la forêt comme étant un moyen d'adaptation et d'atténuation, du côté adaptation, elle devient compétitive par rapport aux autres secteurs d'intervention. Merci beaucoup pour la réponse. Et justement, en parlant de communautés locales, je vais passer donc la parole à Clara Bissel, donc de Fern, qui va nous parler du rôle des communautés dans les initiatives locales. Clara, donc une petite présentation rapide de toi et de Fern peut-être, et ensuite tu peux dérouler ta présentation. Cool. It's great to be here. My name is Claire. I'm a research student at the University of Cambridge, and I'm currently working with Fern on a piece of research about rights-based restoration. Fern works, as has been mentioned already, with forests and forest people's rights in several countries around the world, many of whom are represented here with our partner organisations. Yeah, everyone's talking about restoration, and I'm hoping that this presentation that I'm about to give you is going to bring together some of the ideas that have been coming up throughout the day. Despite the promises that have been made in these various international conventions, current iterations of restoration are not delivering for people or for climate, and forests are still very much under threat, as we've been hearing today. Restoration is more often happening outside of natural forest areas, and tree planting, afforestation and reforestation projects are often conflated with restoration, when in fact they have very mixed results, partly due to insufficient planning, maintenance, and misunderstandings about land and tree tenure. So just a few weeks ago, you may be aware that this report came out. I don't know if anyone here has read it already. So this is a progress assessment of the New York Declaration on Forests. And it was quite remarkable, actually, that this 5-year report has declared that the private sector-led restoration is not on track, and the 2020 targets are almost certainly going to be missed. So the question is, what's going wrong? The report says that restoration, project design, delivery, and finance is not taking into account the complex multi-dimensional drivers of deforestation. And secondly, it states that improvements in forest governance have been too slow to protect remaining forests. Essentially, this report says that climate finance is often going to the wrong places. So we're presented with a bit of a challenge and an opportunity. Restoration is a malleable word. It can mean lots of different things. It has multiple definitions. And with that means that depending on the values and the priorities of the funder or the practitioner, restoration can look very different on the ground. Secondly, the terms restoration and reforestation are often used interchangeably. So I've put 2 pictures up here. On the right, you can see an example of what restoration looks like. It's messy, it's natural forest, it's biodiverse. Reforestation, on the other hand, is mainly about increasing tree cover, and therefore includes monocultural plantations. And the third challenge is that often the people who rely on the forests are being sidelined in the planning of restoration projects. And we see this in nature-based solutions and natural climate solutions, both of which are gathering pace as a response to public pressure on governments to act on climate change. At worst, local people's capacity to manage the forest for themselves is being undermined.
So with these issues in mind, we have to think about the NDCs as both a challenge and an opportunity. There's a risk that the NDC mechanism could result in further finance for projects that meet neither long-term climate mitigation nor biodiversity goals. Projects that plant monocultures, for example, or are primarily for economic purposes in timber production or bioenergy production. Or alternatively, the NDCs could be used to support protective restoration programs that work for climate, biodiversity, and for people. At Fern, we believe that rights-based restoration offers exactly this and could be key for reaching the NDC targets. So in the rest of this presentation, I want to use a case study from Ghana to illustrate this. So this year, we carried out a study in Ghana, which involved consulting over 60 experts in forestry and sustainable development from civic society organisations and from government officials in Ghana, as well as representatives from the Global Restoration Initiatives. The research was facilitated in partnership with our local partners in Ghana, including Forest Watch Ghana, Civic Response, and EcoCare Ghana. Our broad research question for this project was, what does good restoration look like in Ghana? And how can different mechanisms be levered to support it? And in response to this question, participants asked us two key questions back. Firstly, they asked, is the restoration rights-based? Does it prioritise forest governance, equitable benefit sharing, land and resource tenure, and decision-making transparency? And the second question they asked is it ecologically and economically sustainable? Does it think about the long term, restoring forests as natural ecosystems, protecting water sources and soil health? Does it protect and enhance the existing carbon stocks? And these questions echo the definition that Fern, in collaboration with the Clara Coalition, established as part of their rights-based restoration definition. In the eyes of the experts taking part in our research in Ghana, good, long-term and resilient restoration means that it must first stop deforestation and then take actions that are good for people, biodiversity and climate. But what's this got to do with the NDCs? If we look at the range of projects in Ghana that are calling themselves restoration, they can be plotted on this sort of quadrant that I've drawn here, which is quite basic, but bear with me. So we looked at government-led projects, CSO-led, international tree planting initiatives, small-scale enterprises, private-public partnerships, and commodity-driven restoration projects. And when we considered the two key questions, is it rights-based and is it sustainable, the projects can be plotted. The ones that fall in this section, we do not consider to be restorative to the natural forest because they're not good for climate, biodiversity, and people. But the projects that fall in this circle, which are mainly led by local CSOs, international NGOs, small-scale enterprises, and some public-led initiatives, we call these rights-based restoration because they're good for people, biodiversity, and for climate. So we started to wonder, how might the NDC mechanism be used to support more of the projects that fall into this top category, the rights-based restoration? To give a very, very quick overview of Ghana's NDCs, for those who don't know, there are three key areas where rights-based restoration could contribute. Firstly, there's a goal to reforest 20,000 hectares of degraded lands. Secondly, there's a goal to enhance forest carbon stocks through 5,000 hectares of enrichment planting and through enforcement of timber felling standards. And thirdly, there's an issue around wildfire management, particularly in the transition and savanna dry areas. All of these could be delivered using rights-based restoration principles that support forest governance, tree tenure, and sustainable livelihoods. There's also three notable gaps in the NDCs. Firstly, there's a focus on sustainable forestry. And sadly, this often means plantations of fast-growing exotic tree species
that sequester 40% less carbon than natural forests, lack biodiversity, and are less resilient to wildfires and climate change. Secondly, there's a focus on REDD+. Now, whilst REDD in Ghana has made some excellent contributions to the development of safeguarding and community benefit sharing arrangements, particularly in cocoa landscapes, the sole focus on REDD+ risks overlooking and even potentially undermining other types of forest restoration. And thirdly, there's no specific mention of protecting remaining natural forests or enabling forest governance. Now, these gaps can all be answered by rights-based restoration, which I'm going to keep mentioning. And to demonstrate this, I want to use my remaining time to showcase two excellent examples of rights-based restoration that could be easily scaled up if they got more funding. The first example, I know this doesn't look like a forest. This is Lake Bosumtwi in Ghana near Kumasi. At this lake, there's an area around it which used to be very full forest, and the organisation called Arosha is currently undertaking a restoration project around the edge of this lake with 21 communities using a model called the CREMA. Now, the CREMA is a structure of decentralised local governance whereby local communities commit to ensuring sustainable management of resources while simultaneously getting optimum benefits from them. So the types of activities that they're involved in, firstly, they've planted a lot of coconut trees. Now, this has been really, really important for enhancing local livelihoods. Coconuts can get a very good price in Kumasi. There's a big shortage of coconuts in the local area, and this has been fantastic for livelihoods and for community benefits. Secondly, they've been cordoning off certain parts of the lake, which is protecting the fish stocks and enabling the fish populations